Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier, enregistré aujourd'hui, et j'ai l'immense plaisir de recevoir Hugo Borenstein, qui est avec son frère Paul, le cofondateur de Omi. Salut Hugo, ça va ? Salut Laurent, ça va et toi ? Ben ça va très bien, ça fait plusieurs mois qu'on se parle, donc je suis très heureux de te recevoir, surtout sur un sujet clé qui est la fiche produit, l'avenir de la fiche produit et les assets à utiliser sur votre fiche produit, mais aussi en social media, ce qui est crucial pour vous faire connaître évidemment. Omi, c'est quoi ? C'est un logiciel 3D qui permet aux marques de créer des photos et vidéos de leurs produits pour le social media et le e-commerce, que vous avez fondé En 2020. en 2020. Je pense qu'on a ouvert la boîte le 9 mars 2020 et le 16 mars 2020, confinement, tous aux abris, lockdown. Donc ça a été un peu sport. C'est marrant. Ouais, Enfin, c'est c'est drôle. marrant, c'est original. Ouais, sur le coup, c'est pas marrant. Mais là, maintenant, 3 ans après, ça marche bien, donc c'est marrant. Une belle expérience chez Facebook, et tu m'expliqueras la genèse de la création de Omi, mais on va peut-être commencer par présenter Omi dans les grandes lignes. Je serais heureux qu'on passe par justement la genèse et ce qui vous a poussé à créer avec Paul, ton frère, Omi. On va parler un peu du marché, de l'asset en général, et puis des DNVB, un marché qui est compliqué en ce moment. Et puis ensuite, on passe au sujet qui vous, alors, auditrice, auditeur, c'est mon leitmotiv, mais là, du coup, c'est peut-être spectatrice et spectateur qui nous intéressent tous. C'est tes conseils pour construire la fiche produit parfaite. On va parler d'intelligence artificielle, d'AI, j'allais dire, de générative AI aussi, de lancement produit, de tests et d'A/B testing sur les réseaux sociaux, et surtout de comment s'affranchir de contraintes parfois difficiles que sont les shootings produits pour générer à la volée, grâce à des outils comme Omi, Des photos, des vidéos, photos, tout est des contenu. vidéos, voilà. J'ai reçu pas mal de tes clients sur le panier. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas revérifié. J'ai vu ça. Mais Unbottle, 900 care, 900 care, Sync, tu as dû recevoir il n'y a pas longtemps. On travaille avec beaucoup de marques en France, donc je pense qu'ils sont tous 1000 passés, marques, ouais. c'est ça ? Ouais, plus de 1000 marques. Raconte-moi un peu, Omi, dans les grandes lignes, le portrait robot De la marque, alors Ouais. on a vraiment deux types de clients. Tu as la marque, la D2C, la DNVB, qui est à 2-3 ans après son lancement, donc qui va faire entre 3, 4, 5, 6 millions de chiffres d'affaires, qui a besoin de créer du contenu pour son site, pour ses réseaux sociaux. Et tu as des clients type plus grands comptes, par exemple Clarins, par exemple L'Oréal, avec lesquels on travaille et qui, eux, ont moins un sujet de faire du volume de contenu, mais plus du contenu de qualité pour assez peu de produits. Donc on a vraiment les deux cibles. On appelle ça la long tail, donc vraiment le marché D2C, DNVB jusqu'à partir de 5 millions de chiffre d'affaires, jusqu'à des grands comptes. Ok. Créé en 2020, juste avant la crise, un x4 de croissance. Ouais, par rapport à l'année dernière. Par rapport à l'année dernière, ok. Et une belle levée de fonds, vous avez levé 6 millions récemment. On a levé 6 millions l'année dernière avec des super invests. On a surtout des invests. Dans le groupe. Écoute, on a voulu des invests internationaux parce que nous, on veut s'internationaliser très vite. Il n'y a pas beaucoup de concurrents, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché que nous, on occupe. Donc, on veut vraiment prendre le marché de vitesse. On a fait rentrer un fonds anglais qui s'appelle Dawn Capital, qui est plus très connu en France. On est leur première opération depuis Dataiku il y a 10 ans, je crois. Ils reviennent en force là sur le marché européen continental. C'est des spécialistes du B2B, du logiciel, qui ont fait des super boîtes, qui ont un portefeuille incroyable. Et puis après, on allait chercher des business angels avec vraiment des compétences techniques particulières. Le fondateur de Shutterstock, le family office de la famille Clarins, de la famille propriétaire des Galeries Lafayette, le fondateur de Deezer, le fondateur de Zenith, etc. Donc 6 millions l'année dernière, vraiment pour terminer de construire le produit et le déployer le plus rapidement possible. 6 millions, dont des business angels dans ce tour de table. Ouais, on avait fait 30% à peu près de business angel, et puis on est accompagné par un fonds qui est monté par un des plus gros angels français, qui est Founders Future, qui lui nous a fait confiance justement en 2020. Founders Future, qui a été fondé par Marc Mélassé, tout à fait. Et qui lui, tu vois, au moment où tout le monde est parti aux abris pendant le confinement en 2020, a quand même voulu financer à fond le projet parce qu'il y croyait, et qui est toujours évidemment notre tour de table. On enregistre dans le studio d'Orso Media, qui est une de nos startups chez Cosa Vostra. Ça, c'est classe. Ouais, j'avais pas remarqué, mais la caméra qui te filme, alors là on me filme moins parce que je parle, mais si tu parles, la caméra qui te filme, elle est sur un rail et elle bouge. Ah, c'est bien, vous êtes bien automatisé, vous aussi. Ouais, ça monte en dynamique ou pas ? Ouais, ça monte automatiquement, donc ça enregistre en fonction de la personne qui parle. Mais vous en fautez, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, spectateurs. Pourquoi Omi ? Pourquoi Omi ? Écoute, comme tu as dit, j'ai passé 7 ans chez Facebook. Donc de fin 2012-2013 jusqu'à 2019. Et j'y ai vu... Bonne école ?
Ouais, école incroyable. Alors, école de vente exceptionnelle, et puis école en termes d'esprit entrepreneurial quand même hyper forte, hein. Quoi qu'on en dise, même si c'est devenu des grosses bêtes, des grosses entreprises, tu fais quand même bien tes classes chez Facebook et Instagram, et puis après WhatsApp dont je me suis occupé. C'est arrivé en 2012. Ouais, fin 2012, début 2012. L'ouverture grand public, c'est 2008, si je dis pas de bêtises. Oui, et Ok. le pivot sur le mobile, c'est 2012. Donc moi, je suis arrivé vraiment juste après la stratégie de pivot complet sur le mobile. D'ailleurs, ça fait écho à beaucoup de changements qui sont actuels, tu vois. On va en parler, mais sur l'IA, même sur feu le métaverse, c'est des moves qui, pour moi, sont assez similaires aux changements que tu as eu, 2010, 11, 12, avec les gros pivots mobiles. Et juste avant, je suis arrivé, je crois, 2 mois avant l'annonce du rachat d'Instagram. Comment est-ce que tu maintiens une culture... question complètement à part, comment est-ce Ouais. que tu maintiens une culture d'entreprise entrepreneuriale dans une boîte qui change et grandit autant que Facebook a dû grandir entre 2012 et 2019, pardon, 2020 du coup, quand tu l'as quitté 2019, ouais. 2019. Euh, et qui avait déjà, j'imagine, changé 1000 fois avant que tu arrives, mais comment est-ce que tu maintiens cette culture entrepreneuriale? Ah, écoute, en 2012, déjà, 2012-2013, tu as 3000 personnes chez Facebook. Donc tu peux encore le maintenir. Moi, quand je suis parti, ils étaient 60 000 et je crois qu'ils sont montés à 100 000 avant les layoffs récents, avant les plans de licenciement récents. Donc à 3 000, c'est quand même plus facile de la maintenir. C'est ancré dans la culture. Un des trucs qu'on te dit jour 1 et puis qu'on te répète toute ta vie chez Facebook, c'est le droit à l'erreur. Donc tu peux te gourer, tu peux rater une vente, tu peux faire une mauvaise présentation, tu peux faire un lancement produit complètement merdique. En fait, c'est pas grave. Et ça, c'est quand même, tu connais bien le sujet, mais la base de l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire t'autoriser à l'erreur, le droit à l'erreur. Et c'est vraiment sanctuarisé, sacralisé chez Facebook, célébré. Donc c'est écrit sur les murs, mais on te le dit à chaque réunion. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. On te dit fail harder, échoue plus fort. Donc on te dit ça vraiment du début à la fin. Mais attends, donc c'est écrit sur le mur, ton N+1 te le dit lors de ton onboarding, t'as Ouais. un leaflet, T'as un leaflet dans ton onboarding. Quand t'as ta review dedans, au début, alors ça s'était un peu perdu sur la fin, mais on te demandait de raconter un échec que tu avais eu dans ton trimestre, dans ton semestre. Donc c'est vraiment célébré. Et ils mettaient en avant des fails qu'avait eu Facebook, tu vois, au début. Donc c'était vraiment storytelling à l'américaine, comme tu peux l'imaginer, mais vraiment concret. C'est-à-dire que dans ta vie quotidienne, tu avais un droit à l'erreur quasiment intégral. Et puis on te disait aussi, c'est jamais fini, l'autre mantra, c'était 1% finished. Donc vraiment te dire, en fait, quoi que tu fasses, tu es toujours à 1% du chemin. Donc même si tu as fait l'app utilisée par 2,5 milliards de personnes par an ou par mois sur la planète, tu n'as pas terminé. Et ça te met dans une disposition où tu cherches toujours tu vois, la prochaine innovation, le prochain produit. la prochaine marche en fait. Exactement. Ok. Donc c'est assez sain en fait. Après, évidemment, tu es dans une grosse structure. Donc c'est pas comme chez Cosa Vostra ou chez Omi, niveau entrepreneurial. Tu as beaucoup de moyens, tu as beaucoup de confort, tu as 400 filets si tu tombes, etc. Tu es quand même en sécurité. Rien à voir. Le sport qu'on fait nous, c'est un sport un peu plus brutal que quand tu es cadre ou dirigeant ou salarié chez Facebook. Le 1% finish, comment tu le maries avec le ne pas s'arrêter à la 99e marche? Bah, en fait, tu es toujours à 1% finished chez Facebook. Donc il n'y a pas de 99e marche. Tu n'y arrives jamais. Mais donc, tu as potentiellement toujours cette excuse de, enfin, si tu fais une erreur ou si quelque chose ne marche pas, oui, mais c'est le 1%. Ouais, mais ça marche ensemble, tu vois, c'est un couple, les deux. C'est-à-dire que tu n'auras jamais fini, tu as le droit d'échouer en chemin, et l'idée, c'est que tu aies une progression permanente. Progression de tes compétences, progression de tes audiences, de ton pool d'utilisateurs, etc. Ok. Donc, une super école. Et au bout de 7 ans, tu fais visiter les bureaux à... Ouais, alors c'est l'histoire que je te racontais, Ouais. tout à l'heure. Au bout de 7 ans, alors j'avais eu la chance de faire un super parcours parce que j'avais commencé stagiaire et j'avais fini adjoint du vice-président pour toute une partie de l'Europe. Donc bon, c'est pas que je m'ennuyais, mais je faisais mon job facilement. Et j'ai eu une espèce d'épiphanie. C'est-à-dire le matin, je reçois un entrepreneur qui était le fondateur d'une marque de bougies et qui vient m'expliquer qu'il n'a pas assez de moyens pour créer du contenu, pour suivre la cadence sur ses campagnes Facebook. Donc vraiment un entrepreneur comme on l'imagine au tout début, dans les 18 premiers mois, qui lance son produit. Et le soir, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Arnault et lui faire le tour pendant 1 heure des équipes et du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook et des bureaux, etc. Et à la fin de notre échange, il me regarde droit dans les yeux et il me dit... alors, je ne vais pas dire les montants, mais il me dit, bon, j'investis des centaines de millions sur Facebook. Comment on fait pour suivre le volume en contenu? On a toutes les équipes qui nous remontent des demandes de budget et on n'arrive pas, avec les écosystèmes classiques, agence, studio, photographe, studio interne, etc., à suivre la cadence. Donc, si tu veux, entre le petit-déj à 8h, où j'avais le bootstrapper absolu qui m'expliquait j'arrive pas à faire du contenu, et à 20h, le grand capitaine d'industrie qui m'expliquait on n'arrive pas à faire assez de contenu, je me suis dit, il y a un marché, il y a un besoin absolument énorme, quoi. Et quand tu pars au début... Et attends, quand il parlait contenu, il parlait asset, il parlait pas forcément le verbe.
Ouais, non, il parlait à 7. Il parlait à 7 parce que, comme tu sais, sur Facebook, sur Meta, Instagram, c'est des formats super visuels. C'est la vidéo, c'est les gifs, c'est les animations, c'est la photo. Donc, il parlait vraiment de comment alimenter Power, diffuser du contenu dans ses campagnes. Donc, il avait tous les tuyaux, des plans médias gigantesques, hyper sophistiqués, avec de la mesure, de l'attribution, vraiment tout ce que tu veux. Mais ils avaient un problème d'échelle sur la création et le volume de contenu, qu'avait ce même entrepreneur tout petit au tout début de son histoire. C'est marrant, c'est un combat qu'on a mené, nous, avec certains de nos clients. Pour qui on a fait dans le passé des shootings, il fallait des photographes et il fallait la photo parfaite. Et tu faisais une journée de shooting pour sortir 10 assets. Alors que dans le même temps, tu as des boîtes incroyables comme Isée, si je dis pas de bêtises, lingerie, pardon, Isée la lingerie, qui lors d'un shooting te sortait 400-500 assets parce qu'ils allaient prendre du rush, du dérush, du recoupage et ainsi de suite pour pouvoir alimenter pendant un certain temps le site et les réseaux. Mais c'est pas automatisable. Alors, tu te dis que c'est pas automatisable, mais ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que nous, on a fait une étude avec Facebook l'année dernière, on est partenaire de Meta, et on a mesuré la durée de vie des contenus sur les campagnes. Un contenu Meta organique, tiens-toi bien, dans 50% des cas, il vit moins de 2 heures. Donc, tu le postes, il est distribué pendant 2 heures, puis il disparaît. Et il y a moins de 10% des contenus qui vivent plus de 2 jours. Donc, il faut que tu imagines la pression monumentale qui s'exerce sur les marques pour créer du contenu. Tu dois créer du contenu à la minute, à l'heure aujourd'hui. Et si tu le fais, comme tu dis, avec les shootings, les photographes, les écosystèmes classiques qui sont hyper importants, qui seront toujours là, mais tu peux pas servir le volume. Et donc le débat, nous on aime bien dire les 3 C, contenu, créativité, coût. Donc c'est comment tu arrives à créer suffisamment de contenu, à automatiser ta créativité et à réduire tes coûts. Maintenant, tu as plein de technos, plein de solutions. Alors, évidemment, il y a Omi, mais tu en as plein d'autres qui sont disponibles sur l'étagère qui te permettent de faire ça. Et les marques qui l'ont compris, elles sont capables d'alimenter leur réseau, toutes les plateformes, toute la journée, de renouveler en permanence leurs ads, d'A/B tester leur contenu, de dynamiser leur site e-commerce, etc. Donc, tu as une vraie révolution sur effectivement un sujet, comme tu dis, qui n'était pas automatisable. Parce que tu vois, une photo, c'est un artisan, un photographe. Donc, il va faire son setup, il va faire son éclairage, il va faire poser le produit, etc. Il va prendre la photo. Bon. Et en fait, maintenant, technologiquement, c'est possible. C'est ce que nous, on fait. Je te laisse continuer. Sur la genèse, la rencontre, l'idée, et tu dis, bon, on va attaquer ce sujet. Bah écoute, et le soir, je m'assois avec mon frère, qui est donc mon associé cofondateur, Paul, qui lui a un profil très différent, parce que moi je suis très business partnership, et Paul, c'est un ingénieur à la base, il vient de chez Zenly et de chez Payfit, et on se dit, ok, comment est-ce qu'on arrive à l'automatiser? Donc là, on est 2019. Okay. Et on part sur un premier play, on se dit, ok, on va essayer d'automatiser la production de contenu. Donc de dire, on va regrouper des productions pour faire beaucoup de volume, servir plusieurs marques en même temps, etc. Donc ça, c'était milieu 2019. On itère, tu vois, en 2019, 3, 4, 5, 6 fois en essayant de digitaliser le plus possible. En janvier 2020, on part en levée. Sur une première thèse qui n'est pas celle d'Omi aujourd'hui. C'est-à-dire, on se dit, on va avoir une plateforme où tu peux, toi, client, commander un brief automatique pour demander du contenu, et nous, on va t'en produire vraiment du volume, tous les mois, récurrent, etc. On part en levée, et au milieu de la levée, on se met à faire des expérimentations sur la 3D, sur la réalité augmentée, en s'amusant. Donc il n'y avait pas de 3D au début? Non, il n'y en avait pas. Et ton automatisation, elle venait d'où alors? Alors on avait une plateforme. On avait une plateforme où tu saisissais ton brief et derrière, tous les mois, tu validais ou tu rejetais ou tu faisais des feedbacks sur les contenus qu'on te livrait. Mais qui créait les contenus? On avait des pools de freelance qui créaient des contenus pour nous. On l'avait vraiment bootstrappé, c'était autofinancé, c'était le tout début. Et en janvier 2020, on est sur cette thèse-là. Et t'envoyais quand même dans cette première version ton produit? Ouais, t'envoyais ton produit. Et donc, un pool de freelance, photographe ou créateur. Aller le shooter dans des mises en scène, à la campagne, à la plage, dans de beaux apparts, etc. Et en fait, on groupait les shoots et on faisait beaucoup de volume en groupant les shoots. Donc, on arrivait à servir des prix assez bas et plein de marques différentes sur les mêmes productions. Je fais une parenthèse, mais à peu près à la même période, un peu avant, on avait créé Ocus, qui cartonne toujours, qui est une plateforme qui met en relation des gens qui ont besoin de photographes avec des photographes professionnels, principalement dans l'immobilier et la food. Et c'est vrai qu'on avait penser mais pas attaquer le packshot. En fait, c'était ça le principe de cette première version avant. Packshot et mise en scène lifestyle, qui sont vraiment mais par des vrais artisans, etc. Okay. Et un soir, littéralement un soir de janvier 2020, on est avec mon frère tous les deux chez moi et on se met à jouer avec des outils de réalité augmentée de 3D et on se dit ok, bon, il se passe quelque chose de fou. La 3D pour la plupart des gens, c'est le Mandalorian ou c'est Avatar, tu vois, c'est des super grosses productions hollywoodiennes qui coûtent une blinde. Et en fait, on réalise qu'il y a énormément de barrières technologiques qui sont tombées. Donc, tu as beaucoup de tech en open source, la 3D est beaucoup plus accessible qu'avant, les compétences requises pour faire de la 3D se sont démocratisées. Et donc, on part à la fin du mois, on change complètement de thèse.
Et on part sur ce qui est devenu Omi, donc une plateforme qui permet aux marques de modéliser leurs produits en 3D et ensuite de les mettre en scène de façon autonome sur un logiciel en photo et en vidéo. Donc elle crée des photos, des vidéos ultra réalistes, hein. La qualité de la 3D aujourd'hui, c'est la même qualité qu'une photo, voire c'est plus professionnel qu'une photo prise par un humain, par un photographe. Et ensuite, elle s'en sert pour alimenter leur campagne d'acquisition, leur post en organique ou leur site e-commerce et même leur point de vente. On a de plus en plus de marques qui diffusent des contenus Omi dans des points de vente ou même la télé. Donc voilà, c'est comme ça qu'est venue l'idée d'Omi, le besoin qu'ont les marques à la base et l'automatisation qu'on a réussi à apporter. Je te coupe pas parce qu'il y a un système qui fait switcher la caméra automatiquement si je te coupe. Donc, enfin, c'est à la personne qui parle, avec un léger décalage. Mais c'est hautement technologique. Enfin, le premier produit, la V1 avant le pivot, c'est une mise en relation. Ça se fait assez simplement. Le deuxième sujet, c'est hautement technologique. Ouais. Toi, tu es Sciences Po, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ton frère? Alors mon frère, il a fait une école de dev qui s'appelle Ethic. C'est Ok, un ingénieur. ouais, qui est connu. C'est lui qui a dev la première version? Alors c'est notre CTO, donc c'est lui qui est en charge de toute la tech chez nous. Mais ce jour-là, quand on s'est assis et on s'est dit on part sur la 3D, on n'y connaissait littéralement rien, ni lui ni moi. Ok. Donc on a énormément appris en faisant. Et je pense que ce qui fait qu'on a réussi à sortir un produit solide, qui fonctionne bien, qui est très utilisé et qui a des perspectives assez excitantes, c'est qu'on est allé très vite. Donc nous, on était capable sur la technique d'itérer super vite. Évidemment, c'est très technologique, c'est énormément de papiers en open source qu'on utilise qui n'ont pas d'application business ou avec lesquels tu peux pas faire grand-chose. T'as dit de papier? Ouais, de papier. De recherche. Ouais, de recherche. Top. Ok. Ouais, exactement. Et c'est notre capacité à vraiment, technologiquement, on se réinvente au mois hein, quasiment sur les techs qu'on utilise et comment la plateforme est construite. Et surtout dans l'époque dans laquelle on est, où tous les jours, tu as un nouvel outil qui existe. Ou en tout cas, une nouvelle approche. Ah ouais, tous les Alors, jours. tu as deux enjeux, surtout quand tu construis cette plateforme technologique. Nous qui sommes un peu... Enfin, et vous, chers auditrices, chers auditeurs, qui êtes aussi dans la tech, en partie, le front, et donc pouvoir manipuler des objets dans le front, et tu vas m'expliquer dans quelques minutes comment ça marche, mais surtout le back, parce que faire un rendering 3D, c'est énormément de ressources, et du coup, tu peux pas le faire côté utilisateur, tu es obligé de le faire côté serveur, c'est ça? Exactement, t'as tout compris. Donc pour parler du back, nous... De l'archi, ouais. Ouais, c'est une archi, c'est une infrastructure cloud. Alors Paul pourrait t'en parler mille fois mieux que moi, mais c'est une architecture dans le cloud. Nous, on est chez AWS, avec qui on travaille depuis le début, qui est vraiment bon. Ils sont les meilleurs en capacité de calcul. Ils ont notamment des cartes graphiques et des machines que personne d'autre n'a. Donc pour nous, il y a un cas d'usage hyper intéressant. C'est du NVIDIA? C'est du Nvidia pour partie. Tout à fait. Ouais, absolument. Comme tu l'as dit, je peux pas faire un rendu 3D qui nécessite des capacités de calcul hyper fortes sur la machine d'un utilisateur. Ton Mac, si on fait un rendu 3D dessus, il va chauffer pendant 3 heures avant que tu aies ta photo. Donc nous, tout est automatisé dans le cloud. L'utilisateur, fait sa mise en scène dans le front. Donc il a vraiment, comme le Canva de la 3D, hein, il a vraiment un outil où il peut placer son produit, changer les fonds, changer l'éclairage, la caméra, etc. Il peut tout customiser comme dans une séance photo sans aucune compétence technique. C'est important que je dise que nous, on s'adresse à des utilisateurs non techniques. Donc, pas besoin d'être graphiste, pas besoin d'être DA, pas besoin d'être artiste 3D. Vraiment, on parle aux marketeurs produits. Donc, du e-commerce, au social media, au print, à la PLV, au chef de produit, tout ce que tu veux. Et une fois que tu as créé ta scène, tu la génères, tu crées un rendu. Donc, le fichier, nous, on l'envoie dans le cloud. On a une grosse partie de notre tech propriétaire qui est sur la compression de ce fichier, évidemment, qui est là où il y a énormément de valeur. Et le rendu est calculé sur plus de 400 instances. Donc, on a 400 instances, 400 machines qui sont réservées Omi, qui travaillent pour nous. Et tiens-toi bien, ta photo, tu l'as en 2 minutes. Donc, tu appuies sur un bouton et 2 minutes après, tu as ta photo. Tu as ton rendu. Et pour la vidéo? La vidéo, c'est 5 à 10 minutes. En fonction de la durée, j'imagine. En fonction de la durée, ouais. Une vidéo, c'est 24 images par seconde, donc c'est plus long. Le cycle chez nous est assez vertueux. Plus t'en fais, plus on va vite. Donc, quand on a un pic d'utilisation, tu vois, en moyenne, on a 500, 600 photos générées par jour sur l'app par nos clients. Quand on fait un pic à 800, en fait, on arrive même à réduire nos délais de rendu. Parce qu'on boucle les machines, elles sont chauffées, on est capable de calculer encore plus vite. Mais pour l'utilisateur, ce qui est magique, c'est que tu passes de jours, semaines, parfois mois, quand tu fais une photo classique avec un photographe et la post-production, les allers-retours, le choix du setup, l'achat des accessoires, à 2 minutes. Donc, en termes de délai, on te divise ça, je ne sais pas combien, enfin des centaines de fois. Et plein de questions qui viennent. Vous êtes parti au début sur le social media, le e-com est venu ensuite? Ouais. Vous aviez le e-com tout de suite en tête? Non, on n'avait pas le e-com, on est parti sur le social media et précisément la publicité. Parce qu'il y a un phénomène... Sur le use case dont tu me parlais tout à l'heure, de pouvoir générer du contenu rapidement, facilement. Exactement. Créer tes assets pour tes ads, en fait, parce que le sujet qu'ont tous tes auditeurs, tes auditrices, c'est la fatigue créative.
Donc les chiffres que je te donnais tout à l'heure sur la durée de vie d'un contenu organique, c'est pire en pub. Tu mets une pub, une fois que tu l'as distribuée à toute ton audience, la fatigue créative, elle monte super vite et il n'y a rien qui ne saoule plus les gens que de voir 15 fois la même pub dans leur fil, mal targetée, qui est retapée, etc. Donc ton asset, il périme, il a une date de péremption super rapide. Donc tu dois le changer vraiment en permanence. Et tu as d'autres peines qui sont d'avoir le bon format, le bon ratio, de pouvoir faire de la vidéo, tester différents types de contenus. Et donc on s'est lancé sur ça à la base, justement avec les discussions initiales sur l'Inception qu'on a eu sur Omi, de permettre aux marques de renouveler facilement leur contenu pour les ads. Et on a des perfs de dingue. Hein. Là, je parlais avec un client qui s'appelle Panier d'essence chez nous. Il fait 10x sur son ROS avec des pubs Omi par rapport à ses contenus classiques. Hein. Donc en plus, sur la nature du contenu, nous, ce qu'on voit, c'est que, je pense que tout le monde le sait, mais l'UGC fonctionne très bien. Parce que c'est du contenu qui ressemble à du contenu utilisateur. C'est comme si moi, je regardais ton fil Instagram et je t'avais vu poster une vidéo. Donc, j'engage avec parce que ça ne vient pas interrompre mon expérience avec un contenu publicitaire. Et les contenus très beaux. Donc la 3D, c'est parfait pour ça. Dans l'IA, tu peux faire plein de choses, l'IA générative, plein de choses hyper intéressantes, mais soit les choses un peu crades, UGC, genre mon pote a fait une vidéo, mais en fait c'est une marque qui sponsorise, soit les contenus vraiment super. Léchés, et pour ça, c'est là que ça a son avantage. Exactement. Comment ça marche en pratique si je me lance demain ? Alors écoute, c'est hyper simple, la promesse... Non, pardon, je ne l'ai pas donné, mais c'est omi.so. Ouais, tout à fait, omi.so. Omi.so, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez faire un tour pour aller voir des exemples. Je dois avouer que j'ai pas regardé depuis quelques semaines, enfin depuis qu'on se parle. Mais là, tu m'as montré tout à l'heure des créations food. Moi, j'avais vu les créations produits qui étaient bluffantes. Les créations food sont hallucinantes. Ouais, alors la promesse d'Omi, c'est le réalisme. Donc c'est que ça ressemble à une photo, sauf que c'est une photo en 3D. Et ça veut dire qu'une photo en 3D, tu peux tourner autour de ton produit, tu peux le montrer du dessus, du dessous, l'orienter de face, de dos, tu peux changer les fonds, tu veux mettre ta crème dans une salle de bain, dans un salon, à New York, à Paris, à la forêt, à la plage. En un clic, tu téléportes ton produit partout. En 2 minutes, tu as ta photo. Donc ça, c'est vraiment la promesse, c'est cette qualité aussi bluffante qu'une vraie photo. Un test qu'on aime bien faire, c'est montrer un rendu Omi et demander aux gens ce qu'ils pensent de cette photo. Et généralement, ils disent « mais qui est le photographe ?» etc. Et c'est là que je leur dis « mais c'est pas une photo, c'est de la 3D. » Donc il n'y a rien qui est réel. Et pour te répondre sur la façon dont ça marche, c'est super comment ça simple. marche si je me lance demain ? Super simple. On veut démocratiser, nous, la 3D de tous les côtés. Donc on la démocratise en termes d'usage et en termes de prix. Sur l'usage, tu envoies ton produit à nos bureaux ou tu envoies une photo de ton produit. On le reconstruit en 3D. Donc ça dépend de la nature de ton produit. Soit c'est un artiste 3D qui va recréer ton produit en objet 3D, soit on le scanne. On a différentes technologies. Nous, on utilise vraiment des technologies de pointe sur tous les sujets pour la modélisation 3D. Donc première étape, on transforme ton produit en objet 3D. Et ça, tu le fais à partir d'un produit, d'un visuel ou le produit physique, j'imagine que c'est facile de scanner. Ouais. Mais le visuel, tu arrives à le recréer ? Ouais, dans tous les cas, on te garantit le réalisme et la qualité. Et, ce sera 100% ton produit dans tous les cas. Soit tu me l'envoies quand tu n'as pas envie de le prendre en photo, soit tu le prends en photo, soit tu l'as pas encore. Donc c'est un cas hyper intéressant la 3D pour lancer un produit que tu n'as pas encore. Nous, on a énormément de clients qui font tout leur lancement produit en 3D. Donc tu n'as pas encore ton produit physique parce que tous les e-commerçants connaissent les problèmes de supply chain. C'est abominable, surtout en ce moment. Donc parfois, tu te prends des délais de semaines, de mois qui ralentissent tous tes lancements et donc qui flinguent ton BP. Nous, tu n'as même pas besoin d'avoir le produit physique. Tu as une maquette et tu as le fichier de l'étiquette. On reconstruit ton produit physique comme s'il existait de façon ultra photoréaliste et ensuite tu peux le mettre en scène. Donc on a des clients qui se servent d'Omi pour faire leur lancement produit et qui gagnent 4, 5, 6, 8, 10 semaines sur les ventes par rapport à un lancement classique. Donc tu t'affranchis toutes les barrières physiques. Mais donc première étape, on modélise le produit. Et ça prend combien de temps ? Ça dépend de la difficulté de ton produit, ça va d'1 heure à 1 jour, grosso modo pour la difficulté de ton produit. Si c'est un produit scannable, en 1 heure il est disponible. Si c'est un produit qui demande des interventions manuelles, par exemple il a des textures très spécifiques, ou il a de la transparence, il a des jeux de lumière hyper compliqués, plutôt une journée. Et ensuite tu le retrouves sur l'app. Et sur l'app, tu es autonome pour le mettre en scène. Et attends, juste ce produit que tu vas scanner ou redessiner en 3D, modéliser pardon, en 3D, je l'imagine bien pour un produit solide, j'ai envie de dire. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un morceau de tissu. Alors, ce qu'on fait historiquement, c'est la cosmétique et la boisson et la food. Donc ça, c'est vraiment, on est les plus forts sur la planète. Hein, on est le leader sur la cosmétique et les petits produits. Ou la tech, enfin, voilà. Là, tu nous montrais une télécommande, donc tous les produits de petite taille. Et on a lancé, on a communiqué hier, je crois, mais on a lancé il y a 2 mois en bêta les vêtements. Okay. Qui est une toute nouvelle verticale, quasiment un nouveau produit pour nous, sur lequel je pense qu'on va cartonner parce que le sujet des vêtements, c'est de lever la barrière entre l'acheteur et l'écran.
En magasin, tu peux aller essayer les vêtements. Sur un site internet, tu peux pas essayer les vêtements. Tandis que la 3D te permet de faire plein de choses. Donc, tu peux l'orienter sous tous les sens, tu peux zoomer dessus. Avec la réalité augmentée, tu vas pouvoir le Tu peux le porter. mettre sur un maigre ou sur un gros. Tu peux le mettre sur différentes tailles, etc. Donc, tu enlèves vraiment toutes ces barrières entre l'écran et l'utilisateur, enfin ton acheteur. Donc ça, et puis tu as des enjeux de texture aussi, et de forme qui sont pas les mêmes qu'un produit Exactement. solide cosmétique. Exactement. Donc 1 heure à une journée pour scanner, et ensuite Et ensuite, le produit est sur Omi. Ok. Donc une app hyper simple à utiliser. C'est que des presets, des drag and drop. À nouveau, tu n'as besoin d'aucune compétence technique. Tu fais 2 clics et tu as une photo magnifique de ton produit qui t'aurait pris des semaines à shooter en studio. Et sur l'app, donc tu peux vraiment contextualiser et mettre en scène ton produit. Donc l'orienter dans tous les sens, changer l'angle de vue. Comme tu dirais à un photographe, je le veux de face, je le veux du dessus, je le veux de 3/4. Changer les fonds, changer les textures. Tu veux mettre des accessoires, on propose plus de 6000 accessoires ultra réalistes. Donc tu veux mettre, je sais pas, un fruit de la passion à côté de ton produit, bah, tu auras un fruit de la passion ultra réaliste à côté de ton produit, un peigne, un distributeur de savon, un lavabo, enfin tu fais absolument tout ce que tu veux. une En quelques personne. clics. Non, pas encore. Évidemment, ça c'est la question qu'on nous pose systématiquement. Donc, elle est hyper bonne parce que c'est la prochaine frontière. C'est évidemment l'humain. Alors, je sais pas si t'es gamer, si toi tu joues aux jeux vidéo, Non. ou si t'as autour de toi des gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais tu verras que dans le jeu vidéo, donc évidemment, t'as beaucoup de personnages humains, humanoïdes. Ça marche pas encore la 3D. Donc, t'as toujours des problèmes de texture sur la peau. T'as des éléments qui fonctionnent pas. Une main. C'est l'objet le plus compliqué à dessiner. En 3D, tu n'as jamais un niveau de réalisme parfait. Donc si tu joues à un jeu de tir, par exemple, la main, ils vont se débrouiller pour la cacher sous ton arme. Ou si ton personnage monte à une échelle, ils vont changer l'angle de la caméra pour que tu vois pas la main. Parce que ça fonctionne pas encore. Pour te dire quels sont nos plans avec Paul, on va sans doute aller se financer dans les 18-24 prochains mois avec une grosse partie en R&D sur l'humain parce que c'est la dernière partie du marché qui n'est pas encore automatisable. L'humain, le mannequin, les textures. Tu as le mannequin et le textile, et là tu couvres tout le marché. Et tu finis par couvrir tout le marché. Ok. Pardon, je t'ai interrompu. Donc mon produit est dispo dans mon app, omi.so, et ensuite il me reste plus qu'à créer des assets et faire tes mises en et scène générer en mes quelques assets, clics. quoi. Ok. C'est un système de templates. Tu as des milliers de templates qui sont disponibles, comme sur un Canva par exemple. Tu vois. Donc tu choisis des templates qui te plaisent, tu mets ton produit dedans. Tu peux partir de zéro si tu veux tout contrôler, tout créer toi-même, parce que tu as une image de marque hyper précise. Répliquer vraiment ton image de marque. Tu appuies sur générer et 2 minutes après, tu as ta photo prête à être distribuée, optimisée pour ton site e-commerce pour pas tuer tes temps de chargement. Clé en main. Je fais un petit coucou à Benjamin Beer de Inga. Je sais pas si tu connais. Ce sont des produits lavables et réutilisables Ah oui, que bien sûr. normalement tu jettes. Donc évidemment des cotons, mais des éponges, des essuie-tout. C'est une super startup. Et surtout un énorme carton en crowdfunding. Et je discutais de toi avec Benjamin tout à l'heure. Je lui disais, est-ce que tu as une question à poser à Hugo de Omi? Il m'a dit, ouais, est-ce que je peux avoir 3 mois gratuits? Je lui ai dit, bon, est-ce que tu as une autre question? Et il me disait, ouais, ce que lui, enfin la question qu'il voulait poser, c'est quoi ta cible? Alors, Petit compte, grand compte. n'hésite pas à me présenter aujourd'hui, il y a 3 Benjamin. ans. On lui fera peut-être pas 3 mois gratuits, mais s'il vient de ta part, on fera un geste. On a vraiment 2 cibles. Donc, on a le marketeur comme Benjamin, donc qui est crowdfundé, souvent bootstrappé, qui a vraiment créé un produit sur une verticale spécifique. Donc, ça peut être une D2C, une DNVB, voilà, qui a vraiment voulu lancer sur un marché très particulier, qui a commencé généralement avec un produit ou une gamme et qui a ensuite étendu. Donc nous, on a une offre de prix, on commence à 30 € par mois. Hein. Donc on peut vraiment servir absolument tout le monde, même un petit entrepreneur qui est au tout début de son aventure. Et d'ailleurs, moi, je veux qu'Omi soit une solution pour soutenir tout cet écosystème-là. Je veux qu'on y participe parce qu'aujourd'hui, quand tu te lances, dans ton budget, dans ton BP, tu vas dédier 5, 10, 15, 20 000, 50 000 balles à la création de contenu. Moi, je te rends une grosse partie de cet argent pour que tu le mettes ailleurs, dans ta TA, dans tes lancements, etc. Donc lui... Qu'est-ce que tu as pour 30 balles? Alors, pour 30 balles, tu as un produit et photo illimitée. Bon, c'est imbattable, tu vois. Donc, par rapport à un shooting, on divise 10 à 100 fois le coût d'un shoot, quoi. Plus accès à un studio qui te permet de mettre en scène ton produit à l'infini où tu veux, comme on l'a compris. Donc, on peut servir cet entrepreneur-là qui devient en fait Benjamin Dinga quand ça fonctionne, donc qui après grossit avec nous. Nous, on a des clients, tu vois, j'aime bien souvent parler de French Bandy dans la pet food, on était avec eux au tout début. Maintenant, c'est une super belle histoire. On les accompagne toujours, ils font toujours tout leur site en Omi, etc. Donc, on a vraiment des gens qu'on a accompagnés sur la croissance et sur l'explosion de leur boîte. Et après, on a la cible un peu plus grande. Donc, ça va être des boîtes type Enterprise, tu vois, comme on dit dans le logiciel. Donc, des boîtes de Clarins, des boîtes de L'Oréal, on travaille pour la Redoute, etc. Donc là, vraiment des sociétés qui ont des beaucoup plus gros moyens et qui, elles, ont plus un sujet, évidemment, optimisation des coûts, mais surtout rapidité, flexibilité, qui dépendent beaucoup des shootings, des photographes, et qui nous utilisent pour lever toutes ces barrières-là.
Il y a une question hyper intéressante que vous avez dû vous poser. Je serais heureux de savoir quelle a été votre réflexion là-dessus, qui est l'évolution de ton business model. Comment tu arrives à servir un entrepreneur qui lance sa DNVB à 30 balles par mois et je sais pas, admettons un Dior ou un Clarins ou je sais pas qui sont vos clients qui va payer 5, 10 000 par mois pour X produits. Si Hermès vient demain en te disant je veux juste scanner mon Birkin, il paye 30 balles? Non. Alors Hermès, il paiera pas 30 balles, mais franchement, c'est une super question parce que je pense que le sujet qui nous a le plus cassé la tête avec Paul, c'est le pricing, c'est la structure d'offre. On est passé de modèles très restrictifs où tu avais des crédits, des volumes limités, à de l'illimité assez récemment, hein, ça a moins de 3-4 mois l'illimité, parce qu'on a justement réussi à faire tellement baisser nos coûts que maintenant on peut proposer des rendus limités. Donc on se moque un peu qu'une marque fasse un rendu ou 1 million de rendus, on s'y retrouve dans tous les cas. C'est le niveau d'option que tu vas ajouter et le niveau d'accompagnement que tu souhaites. Donc un grand compte, il a évidemment plus d'accompagnement parce qu'il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, etc. Les plus petits ils sont en autonomie complète. Donc voilà, ils ont des ressources, de l'inspiration, des tutos, un chat, du support, etc. Mais ils n'ont pas une équipe dédiée comme peut avoir un grand compte chez nous. Et après, le prix dépend du nombre de produits. Donc c'est 30 € pour un premier produit, 30 € par mois pour un premier produit. Plus tu vas mettre de produits, plus le coût à l'unité va baisser, mais on sait servir des catalogues jusqu'à 1200 produits, tu vois, par exemple. On a un client qui a 1200 produits sur l'app, et avec la dégressivité, il s'y retrouve quand même. Donc on a cette mécanique d'illimité, pour servir tout le monde, d'accompagnement et de dégressivité sur la taille de ton catalogue. Mais donc un business model qui a évolué. J'en parlais avec la fondatrice de Echo récemment. Ouais. Comment tu sers justement la DNVB et le grand groupe avec un business model sur lequel tu t'y retrouves, quoi. Moi, si j'ai un conseil à donner aux entrepreneurs, c'est que le pricing dans les 2-3 premières années, il faut qu'il change au trimestre, hein. Il faut être d'accord pour se dire qu'on s'est trompé, que ce qui était vrai en Q1 n'est plus vrai en Q2, que ce qui fonctionnait en Q3 ne fonctionnera pas en Q4 sur le pricing, et il faut itérer vraiment en permanence. Ça a été vraiment une de nos forces, c'est cette capacité à changer en permanence à la fois les infrastructures tech, le positionnement du produit, le marché, le pricing, sans avoir de religion. Il faut vraiment très très vite changer de conviction. Formidable. Alors, il y a certainement des concurrents qui font exactement la même chose, mais les concurrents indirects ou les concurrents historiques, c'est qui? Historique ou futur d'ailleurs? Enfin, tu vois, pardon, j'ai en tête depuis le début Midjourney. Je me demande dans quelle mesure Ouais. un bon prompt, si j'insère ma photo, parce qu'on peut insérer une photo, peut me permettre d'arriver à un résultat correct. Ouais. Alors, les IA génératives, moi, je ne considère pas que c'est un concurrent. Pour nous, c'est un enabler. On s'en sert. Là, on vient d'annoncer une fonctionnalité qui permet de générer à la volée des fonds avec Stable Diffusion et Midjourney et d'y insérer un produit 3D de façon réaliste. Donc, nous, on génère le fond en IA et on insère un objet 3D dedans. Donc, le fond est en PNG. Je vais être trop technique, mais le fond est en PNG. On met un objet 3D dedans. Donc, tu as un niveau de réalisme absolument parfait. On supporte la transparence, les ombres, les reflets. Donc, ça nous permet juste de scaler, de mettre à l'échelle la taille de notre catalogue de fonds, de textures, etc. Et d'avoir un asset qui m'est propre, du coup. Puisque Et l'asset est à toi. si le fond est généré en générative AI, ça veut dire Il est qu'il unique. existe, il est unique. Il Ouais. est unique. Ça veut dire aussi que tu peux lui faire des choses impossibles que tu pourrais pas faire avec un shooting. Imagine, tu veux faire des explosions de couleurs ou de textures à la Chanel. Normalement, ça te prend vraiment des milliers d'euros et puis beaucoup de temps pour obtenir les mêmes effets que Chanel. Bon, bah là, tu décris un prompt et nous, on t'insère un produit 3D dedans. Donc, Qui écrit le prompt? alors ça, c'est notre feature. Je peux pas trop en parler parce qu'on l'annoncera à la rentrée. T'as Mais dit feature ou future? Pardon. les deux, Future ou future? très bon. Ok. Non, mais très bon, t'as raison. C'est notre Ah, future ok. feature. C'est notre fonctionnalité qu'on va lancer. En fait, à nouveau dans la démarche de rendre tout ça simple. Aujourd'hui, écrire un bon prompt, en fait, ça demande des compétences, hein. D'ailleurs, il y a des métiers qui se sont créés. Prompt engineer. Prompt engineer, prompt writer, donc tu as plein de métiers qui sont créés dessus. Nous, pareil, on a rendu ça tellement simple que c'est du drag and drop. Donc, tu vas drag and dropper le type d'environnement que tu veux, salle de bain, le style minimaliste, maximaliste, abstrait, le type de lumière, et on va générer pour toi des dizaines d'options. On va apprendre de tes choix. Tu vas me dire, j'aime bien la salle de bain 1, mais la 3 qui est toute rose, je la déteste, elle ne correspond pas à ma marque. Et on va affiner tes choix sur le prompt, nous, dans notre backend. Et donc, à la fin, on te sert des fonds générés à la volée, hyper quali, avec la qualité. Parce que ta question, c'était, est-ce que Midjourney est un concurrent ou Stable Diffusion sont des concurrents? Pour nous, c'est des techs qu'on va utiliser comme on en a utilisé d'autres dans le passé. Et on considère donc que c'est très complémentaire, mais ça nous concurrence jamais parce que tu as un énorme problème de qualité. Aujourd'hui, si tu mets un produit dans un fond en IA, le produit, il fait la gueule, hein. Donc, l'étiquette, elle est de travers, les proportions, c'est pas les bonnes, les reflets sont pas là, et donc ça fait très cheap. Et un des gros problèmes des IA, c'est qu'elles n'arrivent pas
à reconnaître le texte dans une image. Donc une étiquette ou un logo, si tu fais tes tests, tu verras que ça ne marche quasiment jamais. Enfin, quasiment, ça ne marche jamais. Donc un produit qui a une étiquette, comme c'est le cas de tous les produits, ou un motif pour un vêtement, bah en fait, tu as une qualité qui est vraiment affreuse, quoi. Et nous, on propose le meilleur des deux mondes. L'échelle, la flexibilité créative de l'IA intégrée dans Romy en fond. Pour l'instant, c'est les fonds, et puis après, on fera les textures, les accessoires, etc. Aujourd'hui, c'est juste les fonds. Et la qualité ultra réaliste, parfaite, ultra professionnelle, ultra léchée de la 3D. Et sur les humains, sur les personnages, tu arrives quand même à des résultats qui sont relativement bons. Ouais. Enfin, très très bons. Ouais. Effectivement, parfois il y a 6 doigts, mais. Tu peux tricher. Ok. Tu peux tricher, c'est-à-dire que tu montres pas la main, etc. Sur l'humain, on n'est pas loin, mais pareil, tu vois, l'humain, c'est que tu veux lui faire porter un vêtement, dans la plupart des cas. Et aujourd'hui, ça fonctionne pas. Tu veux mettre un t-shirt diesel, bah, le diesel, il va être écrit n'importe comment, quoi. Et historiquement, les agences de photographes, j'imagine. Alors ça, par contre, on est en front avec les photographes, les créateurs de contenu. Nous, la vision qu'on a, c'est qu'on veut automatiser la moitié du marché dont ils s'occupaient historiquement. Donc le marché du packshot produit, le marché de la mise en scène lifestyle, de la nature morte, de la mise en scène contextualisée de produits. C'est des sujets qui ne sont pas hyper créatifs. C'est des sujets, d'ailleurs, quand tu parles aux photographes, qui n'excitent pas et qui épanouissent pas particulièrement les photographes. Nous, on veut automatiser ça et rendre du temps à la fois aux marques et aux photographes pour passer plus de temps sur les sujets plus créatifs. Un shooting avec un script, un shooting avec un mannequin, un shooting avec voilà, une créativité, un script, d'une mise en scène, une DA beaucoup plus poussée. Mais le monde dans lequel les photographes passaient une demi-journée à shooter des packshots sur fond blanc, bon, ça, c'est sûr que c'est un marché que on a pris parce que ton packshot, il est parfait. T'as pas besoin d'avoir un produit physique, t'as pas besoin de te déplacer. Tu le fais sur ton ordinateur. Si le fond blanc, tu le veux encore plus blanc, tu changes en autonomie, tu veux changer les ombres, etc. Donc il y a toute une partie qu'on prend. C'est notre concurrence historique, mais notre conviction, c'est que voilà, ça va être assez complémentaire. Tu auras toujours besoin des photographes, des agences, mais sur des choses beaucoup plus créatives. Ils seront plus heureux de faire des choses plus créatives et les marques gagneront en flexibilité sur tout le reste. Le lancement de ta nouvelle ligne sur le canal Saint-Martin à Paris. En extérieur, tu auras toujours du mal un à le photographe. remplacer. Tu auras toujours un photographe, et tant mieux. Et donc, on va rendre du temps sur la créativité et la qualité aux photographes. J'ai des potes photographes qui ont été missionnés sur des journées packshot. C'est un enfer pour eux. Ah, ils s'amusent pas. Il n'y a aucune créativité. Non, et puis le client, c'est pas. La créativité que veut donner peut-être le photographe pour donner sa patte, le client, il s'en balèque. Le client, il en veut pas. Il y a quand même une barrière créative entre le donneur d'ordre et la personne qui exécute, donc entre le client et le photographe. Faire comprendre ce que tu veux en termes de reflets, en termes d'ombre, en termes de fond, etc. à un photographe. En fait, tu parles chinois, quoi. Tu parles de langues complètement différentes. Bon, nous, le client, il est autonome, il choisit l'ombre, elle est à gauche, elle est à droite, elle est épaisse, elle est diffuse, la lumière vient du dessus, du dos, de derrière. Le reflet, c'est un reflet très marqué, c'est un reflet de forêt, il n'y a pas de reflet. Enfin, ils contrôlent tout, donc on leur simplifie la vie aux deux. Et ouais, tous les photographes à qui on parle, nous, parce qu'on échange beaucoup avec eux, nous disent que le packshot, c'est pas ce qui les amuse. Ils veulent faire du shooting avec des acteurs, ils veulent faire des mises en scène hyper créatives, etc. Allez, dernière question avant de passer à tes conseils à la fois en social media et en e-com, mais une question qui est importante. Ça commence à 30 euros par mois, pardon. J'ai respect pour les euros. 30 euros par mois pour un utilisateur qui commence. Ouais. Le marché est un peu compliqué en ce moment. J'aime pas le terme DNVB, mais le marché des startups e-com en ce moment, il est un peu compliqué. C'est un booster du coup pour vous? Ouais, c'est un vrai booster comme l'a été le Covid parce qu'on te rend de l'argent. Quand tu travailles avec Omi, la garantie, c'est qu'on te rende au moins 5 000 euros sur l'année, minimum sur tes shootings. Donc voilà, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont besoin d'optimiser les budgets parce que le marché s'est calmé, la consommation ralentit, la compétition est forte, n'hésitez pas à venir nous demander une démo. Tu parlais de Omi.so, ils peuvent demander une démo à notre équipe commerciale ou même faire un essai gratuit. On propose un essai gratuit, on est la seule boîte de 3D à proposer un essai gratuit. Ils peuvent aller voir comment ça fonctionne et économiser de l'argent. Effectivement, le marché est très compliqué. Nous, on voit des clients sur le petit segment, donc vraiment les porteurs de projets, les dropshippers, ceux qui sont au début, qui sont assez en souffrance quand même. Et tu vois de la verticalité, par exemple sur la cosmétique, qui est notre premier marché. Bon, il y a un peu de casse quand même dans les outils, les DNVB, et puis surtout tu vois que le marché se recentre autour de marques très fortes, donc les startups comme 900 Care ou des boîtes comme Horace, etc., qui ont vraiment bien fonctionné sur une thèse, un concept, et qui ont passé le palier vraiment avec brio, et voilà, tous les autres derrière qui essaient de suivre ou de survivre, c'est assez compliqué. Plus quand même, retour de la conso autour des grandes marques classiques qu'on connaît tous. Et vous allez vers de la grande marque? Ouais, de plus en plus. En fait, on a eu de l'attraction de façon organique dessus, et maintenant, on a vraiment en permanence des grandes marques qui nous demandent de venir s'équiper pour équiper leur studio interne. Et puis surtout, la force de notre offre, c'est que
un outil te permet de faire, on va en parler, mais du e-commerce, du social media, du print, et d'équiper toutes tes équipes qui ont besoin de créer du contenu. Donc nous, on est une killer app parce que quand tu prends Omi, tu équipes ton équipe e-commerce, ton équipe social media, ton équipe PR, ton équipe chef de projet, produit, ton équipe print, PLV, magasin, etc. Donc un one-stop shop pour toutes les équipes de marketeurs produits qui ont besoin de créer du contenu. Petite parenthèse, dans ton business model qui évolue tous les 3 mois, il y a aussi la place, l'utilisateur. Non. Un utilisateur et 10 000 utilisateurs. Ouais. Non, nous on fait pas la licence. Okay. On veut vraiment on fait pas la licence, on veut booster l'usage. La 3D c'est quand même un nouveau marché. Et on considère que voilà, un utilisateur, 10 utilisateurs, ce sera le même prix. La seule variable, c'est vraiment le nombre de produits que tu veux faire modéliser et mettre sur la plateforme. Ok. Vous avez commencé par attaquer le social media avant de vous lancer sur le e-com. J'aimerais connaître tes conseils aujourd'hui. S'il y a 5 choses à savoir, ou en tout cas à challenger avant de lancer sa prochaine campagne sur Meta, qu'est-ce que c'est ? Alors, la première chose, c'est d'avoir en tête le volume de contenu dont tu vas avoir besoin. Ne considère pas qu'avec un shooting, tu auras assez de contenu pour renouveler tes ads toute l'année ou même dans le trimestre. On l'a dit tout à l'heure, les ads, les contenus périment super vite. La fatigue créative, c'est vraiment un énorme sujet parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as ouvert récemment l'Ads Manager de Facebook, mais si tu regardes l'Ads Manager de Facebook entre moi quand j'y étais en 2013 et maintenant, avant, tu avais des dizaines de paramètres, des centaines de paramètres sur lesquels tu pouvais jouer. Aujourd'hui, tu as 4 boutons, quoi. Donc, tu peux plus du tout. C'est de l'autopilote. Donc, tu peux quasiment plus itérer sur tes campagnes, tes ciblages, etc. Donc, le critère central de ta performance, c'est le contenu. Voilà. Donc, ça, c'est important que les marques l'aient en tête. Un des derniers paramètres sur lesquels tu peux jouer, maintenant que les tuyaux, donc l'Ads Manager de toutes les plateformes sont autant automatisés, c'est vraiment ce que tu vas mettre dans les tuyaux. Donc, le contenu que tu vas créer. Donc, ça, premier point. Ayez en tête que le contenu, c'est le paramètre central de votre performance. Il faut le renouveler, il faut le changer, il faut l'itérer en permanence. Et il ne faut pas hésiter à tester des choses qui sortent de votre image de marque. Ce serait mon deuxième conseil. Nous, on a énormément de marques qui veulent rester sticky à leur image de marque, donc collés à leur image de marque. On comprend pourquoi, mais sur la publicité, il ne faut pas avoir de religion. Il faut que vous testiez plein de choses, plein de formats, plein de types de contenus. Votre marque, elle est sérieuse. Testez des trucs drôles. Vous allez peut-être être surpris. Et vous allez d'ailleurs sans doute être surpris. Et après, investissez sur ce qui performe pour vous. Premier conseil, c'est vraiment le volume de contenu et la nature du contenu, le ton du contenu. J'avais jamais entendu cette expression, mais on parlait en préparant cet entretien d'Oussama Amar, qui est passé sur le podcast de mon associé que tu as croisé tout à l'heure sur Orso Media, Follow Me. Super épisode où il parle de Oussama le Magnifique, le podcast qui a parlé de lui là, il y a quelques semaines. Il a eu cette expression que j'avais jamais entendue, mais le contexte avant le principe. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la marque. Oui, c'est bien de respecter son image de marque, évidemment, on a une guideline, une charte, mais le contexte, ça peut être le réseau social sur lequel on diffuse, que ce soit TikTok ou Insta par exemple, les habitudes des consommateurs sur le réseau sur lequel je vais diffuser ma pub est plus important potentiellement que le respect de mon image de marque. 100%. 100%. Une marque hyper premium, hyper luxe, si elle reste collée à son image de marque, elle ne pourra pas faire de TikTok. Et donc, en termes de brand awareness, de notoriété de marque, elle va se priver d'un énorme relais, notamment auprès de la cible la plus jeune. Donc, pas de religion sur la nature du contenu. Testez, itérez, investissez sur ce qui fonctionne, mais ne soyez pas collé à un principe, effectivement. Peut-être le deuxième contexte, c'est contextualiser votre contenu. Deuxième conseil, contextualiser votre contenu. Hyper important. Aujourd'hui, on personnalise le ciblage, mais on personnalise très peu le ton avec lequel on s'adresse à son audience. Donc, il y a des marques qui font la même pub en hiver, en été, à la Saint-Valentin qu'à Noël, pendant le Black Friday ou pendant Halloween. Aujourd'hui, il y a plein de façons de contextualiser son contenu, les IA, la 3D, Omi évidemment, mais venez contextualiser votre contenu. N'ayez pas le même contenu en fonction de la saisonnalité. Si c'est Noël, ayez des assets qui correspondent à la période de Noël. Si c'est le Black Friday, ayez des assets qui correspondent au Black Friday. Si c'est la Saint-Valentin, ayez des assets qui correspondent à la Saint-Valentin. Là, il y a une opportunité hyper forte parce que autant ça marche très bien au UK, ça marche très bien aux États-Unis. En France, c'est assez léger encore. Les marques arrivent vraiment à créer le volume et renouveler en fonction du calendrier marketing. C'est assez faible. Ça paraît évident parce que faire un shooting tous les 4 matins pour respecter tes marronniers, c'est un coût. Donc je comprends l'intérêt de plateformes comme Omi ou. Okay. Tout à fait. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est ayez en tête que les gens ne regardent pas les pubs. Donc vous, quand vous êtes sur Instagram, vous voyez une pub, dans 99,9% des cas, vous allez la swiper, la scroller. Vous allez passer au contenu suivant.
Ça gonfle tout le monde, les pubs. Surtout quand elles sont mal ciblées et que le contenu n'est pas adapté. Donc ça veut dire que vous avez... Avant, les plateformes disaient, j'étais chez Snap il n'y a pas longtemps, ils disaient 5 secondes pour marquer les esprits. Non, vous avez 1 seconde pour marquer les esprits. Donc la première seconde, la première image que vous mettez dans votre ads, c'est la plus importante. Donc mettez le paquet sur les 2-3 premières secondes. Le reste, le taux de complétion s'effondre, les gens ne regardent pas le suite de la vidéo. Vous avez 3 secondes pour marquer les esprits. Comment tu mets le paquet sur la première seconde? Enfin, c'est compliqué quand même. Alors, il y a plein de façons de le faire. Il faut déjà tester des accroches visuelles. On appelle ça des hooks. Donc vous avez plein de choses à faire, des jeux de reveal, des jeux de zoom, des animations par exemple 3D, votre produit qui flotte en l'air en 360, personne ne voit ça, donc ça attire l'attention. Trouvez des gimmicks, attirez l'attention le plus possible de votre audience. Et après, déroulez le pitch. Donc nous, une ads qu'on a vu tester des milliers de fois chez nos clients et qu'on teste même pour nous, pour notre acquisition, c'est une accroche, image 2, de la confiance, donc ça peut être un chiffre, 10 000 clients déjà servis. Image 3, la supériorité. Je sais pas, c'est une pub pour de l'acné, réduisez de 80% votre acné, et un call to action. Donc 4 étapes, pas plus. L'accroche visuelle, la confiance, la supériorité, l'appel à l'action. On l'a testé des milliers et des milliers de fois. Si vous ne savez pas par où commencer, c'est le template pour les nuls, les ads pour les nuls, commencez par ça. Et ensuite itérez. Donc mettez la supériorité avant, la confiance après, etc. Mais les 3 premières secondes, c'est le plus important. C'est là que vous captez ou pas l'attention de votre audience. Hyper intéressant. Accroche, confiance, supériorité, call to action. Ouais. Ok. Ouais. C'est vraiment robuste, tu peux y aller. Et tu as une durée? Alors, les 3 premières secondes hyper importantes. Sur la durée, on a beaucoup entendu qu'il faut faire des contenus courts. Moi, je pense que c'est une connerie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné les 3 premières secondes, teste 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Après, c'est une question de ta capacité de production. Mais un lead qui va regarder 20 secondes de tes 30 secondes, t'as tout gagné, parce que t'as eu le temps de raconter énormément de choses. Donc sur ça, il faut rester hyper flexible, il faut itérer. Mais mettez le paquet sur les 3 premières secondes, parce que 99% du contenu ne sera pas vu derrière. Donc c'est à ce moment-là que vous attrapez ou pas l'attention de votre utilisateur. Un 4e conseil. Un dernier pour la route. Un dernier sur l'A/B testing peut-être. Alors évidemment, il faut A/B tester, ça crée, on en parlait un peu tout à l'heure, n'ayez pas de religion, testez vraiment plein de choses, n'ayez pas peur de vous écarter de votre plateforme de marque, c'est vraiment hyper important. Non, peut-être un dernier conseil pour les ads, c'est vous devez aussi tester la nature du contenu. C'est-à-dire que beaucoup de gens font de la photo, la vidéo ça commence, il y a le motion design, il y a maintenant les animations en IA générative. Tester la nature du contenu lui-même. Et une vidéo, à nouveau, ça peut être une vidéo faite sur Romy rapidement, mais ça peut être une vidéo faite à l'iPhone, ça peut être une chute d'une interview que vous avez faite, d'un podcast que vous avez fait, d'une parution que vous avez eue, etc. Réutilisez vos assets en permanence. Donc ne considérez pas qu'un asset qui a été diffusé une fois ou deux est mort, vous pouvez le réanimer 6 mois après, vous pouvez le rebidouiller dans une autre façon, etc. Ouais, recyclez vos assets. Le passer sur un autre média, t'as raison, à 100%, tout à fait. Recyclez-le, parce que c'est tellement dur d'avoir des assets tellement compliqués que si vous considérez que vous le diffusez une fois, il a vécu, c'est terminé, c'est mort. Donc n'hésitez pas à lui redonner vie. Quelle part, rappelle-moi le chiffre, vie 2 heures sur Meta? 50%. 50% des assets vivent moins de 2 ont heures. Vécu leur vie au bout de moins 2 heures. Et ça c'était en 2022, début 2022 qu'on a fait cette étude. Donc tu vois, c'est pire maintenant. Vraiment, vraiment pire. Et moins de 10% vit 2 jours. Donc moins de 10% vit 2 jours. Ouais. Pour un shooting qui va vous coûter 10 000. Donc t'imagines. Ouais. Excellent. Pardon, explosion de TikTok au cours des 3 à 4 dernières années. Des apprentissages, des conseils, Alors, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que l'explosion de TikTok pour valider tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si tu as des convictions sur ta marque et que moi, les gens qui font des danses avec des filtres dans tous les sens, c'est pas pour ma marque, bah, tu vas te priver de TikTok. L'autre learning, c'est n'hésitez pas à aller très vite sur les nouvelles plateformes. Pareil, TikTok, on l'a vu venir. Il n'a pas explosé en 48 heures. On s'est réveillé un matin, TikTok était énorme. Non, TikTok, ça fait des mois, des années, 10 ans, mais tellement longtemps qu'on en parle. Et les marques qui sont allées tôt, les influenceurs qui sont allés tôt, ont créé des audiences énormes qui aujourd'hui sont celles qui ont gardé l'engagement, parce que l'engagement s'est aussi effondré sur TikTok comme partout ailleurs. Donc vraiment pas de religion. Faites la stratégie du coucou. Moi, j'aime bien dire que c'est la stratégie du coucou. Il y a une plateforme, vous venez vous mettre dans le nid qui existe déjà, ne remontez pas la roue, n'ayez pas de conviction, allez-y. Vous allez prendre la vague avec la croissance de la plateforme. Et au pire,
C'est comme Clubhouse ou Threads, à mon avis, qui va pas être un grand succès. Qu'est-ce que vous avez perdu? Rien du tout. Surtout si vous recyclez du contenu au début. Vous avez peut-être perdu un peu de temps, mais pas grand-chose d'autre. Compris. Vous avez commencé par le social media, vous avez ensuite viré, enfin vous avez rajouté en tout cas le e-com qui pèse aujourd'hui plus. Ouais. Tu m'as dit ça ou j'ai rêvé? Ouais, non, qui c'est pèse ça, aujourd'hui plus pour Omi que le social media. Absolument. Moi, la question que je me pose et qui vous intéresse, chers auditrices, chers auditeurs, chers spectatrices et spectateurs, c'est l'optimisation au maximum et les conseils que tu peux donner pour optimiser sa fiche produit. Ouais. Une fois que je suis arrivé sur la page produit, j'ai dépensé une thune folle avec mes assets sur Meta ou sur Amazon ou ailleurs en retail média parce que aujourd'hui il y a plus d'autres. Enfin, ce sont les principaux moyens de faire arriver quelqu'un sur ma fiche produit. Il est sur ma fiche produit, j'ai des assets. Qu'est-ce que je dois savoir? Alors, premier conseil, mais je pensais que c'était plus connu, mais j'ai l'impression que c'est pas connu. C'est le format des assets. Donc, votre sujet, c'est le temps de chargement. D'accord? Quand vous avez une fiche produit, on veut qu'elle charge tout de suite. Ça vous rend fou quand vous allez sur un site et qu'il ne charge pas. Vous droppez tout de suite, vous fermez, vous allez faire autre chose parce que vous êtes sursollicité sur votre téléphone. Donc vous n'avez pas, comme pour les pubs d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup d'attention à accorder aux marques. Une fois que je suis arrivé sur la fiche produit, le but c'est de me servir le plus vite possible mon contenu. Je regardais des chiffres, des études assez intéressantes qui disaient que tu perds 20% de tes visiteurs par seconde de temps de chargement. C'est monumental, hein. 20% des gens qui sont venus sur ton site drop chaque seconde de temps de chargement. Donc ça peut aller très vite. Tu as perdu tout le monde au bout de 5 secondes. Ouais. Voilà, donc c'est terminé. Donc autant dire, c'est strat de chez strat. Le format sur lequel toutes les marques doivent se mettre, et qui est en France, à nouveau, on est très en retard sur ça. C'est le WebP. C'est un format Google. C'est un format gratuit, vous pouvez le compresser, vous pouvez l'exporter. Nous, sur Omi, par défaut, on exporte en WebP. C'est un format que vous pouvez convertir en JPEG, en PNG, qui supporte la transparence, qui permet de faire des zooms, etc. C'est un format qui réduit les temps de chargement en moyenne de 30% sur les pages produits. Donc ça va vraiment très 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 vite tout en gardant la qualité, parce que la difficulté qu'ont les marques, c'est garder une super qualité pour ses photos, ses assets sur sa fiche produit, et en même temps que ça charge vite. PNG JPEG, en fait, c'est très ringard maintenant. Passez sur le WebP. Regardez tout de suite, allez sur Google, passez vos assets en WebP. Vous allez vraiment optimiser les temps de chargement massivement. C'est un format créé par Google. Il a un équivalent dont j'oublie le nom pour la vidéo. Je crois pas que WebP supporte la vidéo. WebM, je crois, pour la vidéo. Donc vous pouvez aussi faire de la vidéo. Donc ça, voilà, un premier conseil, c'est utiliser le bon format. Restez pas sur les formats archaïques qui ne chargent pas et qui en plus sont pénalisés maintenant alors par le SIA, par le SEO, etc. Donc en plus, c'est des formats qui vont être mis à l'amende de plus en plus, les formats PNG et JPEG. Peut-être un deuxième conseil, c'est rester super itératif, évidemment. Les sites aujourd'hui, quand on se base sur les sites marchands, quasiment tous les sites, c'est les mêmes. Donc les fiches produits, c'est toutes les mêmes. On a un backshot sur fond blanc, le hero. On a un truc lifestyle, puis on a peut-être un zoom sur un utilisateur en train de mettre la crème ou en train de boire la boisson. C'est super, mais en fait, 80% des sites ont le même ordre. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre qui semble logique, naturel, cohérent. Il faut tester. Il faut tester à 100%. Ça se trouve, pour vous, ce qui marche, c'est d'avoir un mannequin sur la première vignette de votre fiche produit, et pas du tout un backshot fond blanc. Peut-être que ce qui fonctionne, c'est d'avoir une vidéo pareil, compressé, en première asset. Donc il faut absolument itérer sur votre mix média, ne restez pas figé. Et aujourd'hui, vraiment, quand on se bat d'un site à l'autre, nous qui travaillons avec des centaines, non plus de 1000 marques, on le voit bien. Tous les sites se ressemblent sur l'ordre de l'organisation des assets. Donc il faut tester. Ce qui marche pour le voisin ne fonctionnera pas forcément pour vous. Un autre conseil que nous, on a bien vu avec la 3D, selon votre verticale, faites des gros plans produits. Il n'y a pas assez de gros plans produits sur les fiches produits. D'ailleurs, ça paraît fou de dire qu'il n'y a pas assez de gros plans produits sur les fiches produits. Faites absolument des gros plans. Par exemple, pour la cosmétique, ce qu'emporte généralement l'acte de vente, les 10 derniers pourcents qui permettent de faire la vente et de convertir, c'est de montrer la texture. Alors, le nombre de marques cosmétiques qui ne montrent pas la texture, c'est quasiment toutes les marques. C'est pas standard de montrer la texture. Sur un produit transparent qui va avoir du marquage à chaud, un effet assez joli sur l'étiquette, donc qui premiumise le produit, on ne voit jamais un gros plan sur la texture avec les reflets, le marquage à chaud, etc. Montrez votre produit. Et le but du jeu, c'est d'enlever la barrière de l'écran. À nouveau, maintenant, c'est le e-commerce. On parle beaucoup de l'omnicanalité, de retour au retail, etc. Bon, la réalité, c'est le e-commerce qui porte les ventes, quand on regarde. Vous devez rapprocher votre client de votre produit. Les gros plans, c'est une super façon pour le faire. On peut être comme si on l'avait en main, une énorme photo magnifique de la texture. Ça me donne envie d'acheter la dernière crème Nuxe, par exemple. Et qui est un client? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ok. Qui est en test. Et mettez de la 3D. C'est-à-dire que la 3D, aujourd'hui, vous pouvez la mettre dans les fiches produits. Nous, on permet d'avoir des visionneuses photos
ou 3D, donc des objets 360 que vous pouvez mettre sur votre fiche produit, avec lesquels vous pouvez interagir. Donc toi, Laurent, tu visites un site et tu peux faire tourner le produit, zoomer dessus, le mettre en contexte, etc. Donc avec Omi ou de plateforme peut-être, mais vous permettez avec Omi un embed Ouais. de mon espace de création. 100%. Pour lequel je vais choisir quoi les. J'ai l'impression qu'il y a un écho, non, c'est bon. Pour lequel je vais choisir tout ce que tu veux. Le fond. Enfin, je vais choisir ce que l'utilisateur peut et ne peut pas faire. Ouais, tu vas choisir ce que l'utilisateur peut configurer ou ne pas configurer, ou juste la mise en scène. Donc tu veux un fond de couleur, ou tu veux un fond à la plage, ou tu veux un jeu d'ombre qui interagit quand on interagit avec. Tu peux faire tout ça directement. Le configurateur 3D, ça peut être un Omi MBD sur mon site. 100%, ouais. Okay. Nous, on appelle ça la visionneuse. Okay. Et on te permet ça. Alors, c'est une option en plus dans les abonnements. C'est un produit qu'on a lancé en janvier, évidemment, qui cartonne. Ce qu'on voit, c'est un enfer de développer ça. Nous, on a développé pour pas mal de clients. C'est pas facile. Soit tu as des solutions sur étagère un peu pourries. Mais non, sur étagère, tu n'as rien qui marche bien. Il faut être à l'échelle comme nous. Il faut avoir les modèles 3D, parce que c'est ça qui est difficile, en fait. Et nous, comme la première étape, c'est la modélisation, transformer le produit physique en objet 3D. En fait, après, on offre toute la palette de services. Faire des photos, des vidéos, des visionneuses, de la réalité augmentée, enfin, absolument tout ce que tu veux. Mais mettez une visionneuse 360 dans vos fiches produits, ça permettra à vos clients d'interagir avec. Nous, sur les 6 mois de lancement qu'on a sur ce produit, on a vu en moyenne plus 30% de temps passé sur la fiche produit. C'est monumental, hein. Quand on parle de l'attention tout à l'heure et du drop, 30% en plus de temps passé sur la fiche produit. Grâce à, pardon, j'ai raté le début. Grâce à la visionneuse. Donc à l'objet 3D que tu mets directement dans ta fiche produit. Donc gain sur l'attention gigantesque. Là, on a sorti un case study avec une marque qui s'appelle Mon Shampoing, qui distribue, c'est une marque de cosmétiques et qui distribue sur, je crois, 8 marketplaces les contenus Omi. Les contenus 3D, c'est plus 22% de conversion chez eux. Donc ça marche, mais pour une raison simple, c'est que c'est tellement beau, tellement propre, en fait, on se sent très proche du produit. Et vous enrichissez l'expérience client. Donc vous proposez une expérience en plus qui se différencie par rapport à tous les autres marchands. Et peut-être pour conclure, c'est pas le cas de tous les e-commerçants, mais l'avantage d'avoir de la 3D dans sa fiche produit, et tu sais bien, comme tout le monde, que ce qui tue les business aujourd'hui, c'est les taux de retour. En fait, si j'ai pu interagir avec, si j'ai pu le voir sous tous les sens, si j'ai pu voir mon produit, je le renvoie moins. Évidemment, j'ai pu le voir, j'ai pu me rendre compte à quoi il ressemble avant de le recevoir. Donc il y a moins de déception à la réception du colis, à la réception du produit physique. Sur la bêta qu'on a faite sur le premier trimestre, 50% de taux de retour en moins. Donc voilà, ça te permet de lever la barrière à nouveau de l'écran. Et un truc qui devrait être... pour moi standard chez les e-commerçants, mais mettez de la vidéo dans vos fiches produits. Aujourd'hui, vous avez tous les outils pour compresser, avoir une vidéo qui charge en instantané, qui garde une qualité tout à fait satisfaisante, montrer votre produit en vidéo. Vous avez déjà les assets vidéo en plus. Il n'y a pas de raison que le 4e vignette, ça ne soit pas une vidéo. 4 conseils, au moins 5 même peut-être, qui sont clés, mais le premier c'était sur les formats. Pour les moins technophiles entre nous, tu disais WebP, c'est W-E-B-P. Web P, comme le web et P. WebP. Donc passez tous vos assets en WebP, photo, parce que vidéo ça doit être un... C'est un autre, j'ai oublié le nom, WebM je crois, mais il y a un parent vidéo. Tester des ordres différents, pas forcément le packshot, puis le produit essayé, puis ci, puis ça. Tester des ordres différents, ça peut avoir un impact sur le taux de conversion. Pensez à des gros plans sur le produit ou sur l'utilisation du produit. Si c'est une cosmétique, ça peut être le gros plan sur le flacon ou la crème. Rajouter une visionneuse 3D. J'ai noté 30% de taux de conversion en plus avec une visionneuse 3D. Non, 30% de temps passé en plus. De temps passé en plus, voilà, c'est ça. Ouais. Et 22% de conversion grâce à la 3D sur le site. Sur un de nos clients, on l'a vu chez tout le monde. C'est logique, tu enrichis l'expérience client, tu proposes plus, tu lèves plein de barrières, tu te projettes plus dans l'achat du produit. Tu peux le toucher à travers ton écran en interagissant avec. Ok. C'est très riche. L'IA générative, tu m'as dit qu'elle te permettait de faire des fonds, des décors qui sont uniques du coup pour moi. Est-ce que tu as d'autres... où est-ce qu'elle nous emmène cette IA générative sur ma fiche produit, mon packshot, le social media? Alors, sur le contenu au général, après tu utilises où tu veux. Je pense que ça peut aussi régler un pain, tu vois, sur le volume dont tu as besoin sur les réseaux. Parce qu'une story éphémère qui dure 24 heures, c'est pas un spot Gucci que tu mets à la télé, quoi. Et donc en termes de qualité, tu peux tout à fait te satisfaire d'une qualité qui est imparfaite. Et donc l'IA peut te permettre de générer ça. Ce sera tout à fait acceptable pour un contenu qui vit 24 heures, que tout le monde aura oublié à la seconde où il sera passé à la story suivante. Juste pour instant, un autre type, mais un compte Instagram qui est considéré comme étant bien alimenté par l'algorithme, c'est un compte Instagram qui a au moins 6 stories dans la journée. Ouais, donc tu vois le volume. Donc pareil, compliqué.
utilisez l'IA pour ça, parce que c'est du contenu éphémère, c'est pas très grave qu'il soit pas léché et qu'il soit pas parfait. Je donne un autre tip, maintenant que je suis plus chez Facebook, je peux, sur l'engagement organique sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec le contenu, mais répondez aux commentaires, de grâce. Nous, on voit tellement de posts avec les marques qui répondent pas aux commentaires. L'algorithme Instagram, quand il y a un commentaire, il va la qualifier en interaction si dans les 15 premières minutes, vous avez répondu aux commentaires. Donc 15 minutes pour répondre aux commentaires. Et ne répondez pas un emoji, une flamme, les yeux pleins d'amour. Ça, l'algorithme, il considère que c'est pas une vraie réponse. Il considère que c'est une vraie réponse, c'est ça. C'est un petit tip que je te donne, normalement qui n'est pas partagé à l'extérieur de Facebook, mais il faut au moins 6 mots dans ta réponse. Si tu réponds dans les 15 minutes aux commentaires sous tes posts ads ou posts organiques, et que tu réponds au moins 6 mots dans ces 15 minutes, l'algorithme considère que c'est une interaction réelle et booste ton contenu. Donc tu peux redresser un peu ton taux d'engagement. Calmons-nous, on ne va pas faire 40% de taux d'engagement, mais on va le passer de 1% à 2%. Et donc hyper bien. Et sur les IA... Tu parles de méta, mais... Ouais, alors je parle de ce que je connais, mais en fait l'interaction c'est à peu près toujours la même chose. J'ai vu même que LinkedIn avait fait des annonces, je crois qu'ils ont communiqué sur la façon dont ça fonctionne. Donc répondre rapidement et pas seulement un emoji ou un mot ou un merci. Ouais, répondez 6 mots, parce qu'au-delà de 6 mots, ils considèrent que c'est un humain qui a répondu, pas un bot, pas un robot, et donc ils qualifient l'interaction. Et tu parlais donc des IA. Je pense qu'un truc que peut aussi faire ton audience ce soir. Alors, juste pour redire sur Romy, on règle aussi ce problème-là, parce que si tu veux créer une photo, nous, on te la sort dans tous les formats. Donc, on peut te sortir la photo en vertical, en 9:16 pour tes stories, en horizontal pour YouTube, en carré pour Instagram, en format portrait pour Facebook. Tu peux vraiment l'avoir dans tous les formats. Mais si vous avez déjà des assets, notamment des assets de shooting, et qu'on vous a livré des formats qui ne vous vont pas, imaginons, vous n'avez qu'un carré pour votre format, mais vous voulez servir un format vertical. Vous voulez publier en story. Allez sur Midjourney. Il y a aussi Photoshop qui le fait maintenant. Chargez votre image et utilisez, j'ai oublié le nom, mais la fonctionnalité qui permet de l'étendre. On retrouvera le nom. Elle te permet de télécharger ta photo et de venir régénérer des marges. Donc imaginons que tu es qu'un carré de Laurent pris en portrait comme ça pour alimenter les réseaux du panier. On a besoin d'une story, et on va mettre ta photo et ça va venir générer la marge qui manque au-dessus et la marge qui manque en dessous. Parfaitement réaliste avec une intégration parfaite. Donc ça continuera le mur qui est derrière toi, la table qui est devant toi, etc. de façon hyper quali. Et tu auras l'asset dans le bon ratio pour distribuer sur le bon format. Donc en story verticale ou à nouveau en horizontal sur YouTube. Vous le faites, Xiaomi ? Alors nous, on le fait nativement. Ouais. Nativement. Nos contenus, on peut les générer dans tous les sens. La fonctionnalité, elle est juste hallucinante. Et chers auditrices, chers auditeurs, cherchez Photoshop sur TikTok, vous verrez des démos. Ouais. C'est juste dingue. Quoi. Ouais, on met son packshot, sa photo, on élargit à droite, élargit en haut, en bas. Et, Même pas besoin de décrire. Tu as une option où tu dois décrire avec un prompt, tu as juste une option où tu mets l'image en input et on comprend et on reconstruit l'image derrière. Il y a eu des tests qui ont été qui étaient hallucinants sur des covers d'albums connus. Je crois qu'il y avait Pink Floyd. Cover mythique. Ouais, ou même le bébé de Nirvana, on avait toute la piscine. Enfin, c'est drôle ça. Et surtout, alors tu l'as dans Photoshop, mais tu l'as directement dans Midjourney. Si tu utilises le Midjourney en direct, tu peux le faire sans compétences techniques, c'est super simple. Donc un petit tips. Ne galérez plus à adapter vos assets à tous les formats, utilisez l'IA pour les redimensionner, générer les marges manquantes. Non, déjà, le tips numéro 1, c'est adapter les formats. Alors, bien sûr, tout à fait, adapter les formats. Ouais. Adapter les formats et ensuite utiliser des outils qui vous permettent de le faire de manière simple et efficace. On peut faire on peut être attends, pardon. Hop, un settings qui a bougé. Un homme orchestre aujourd'hui avec des outils comme Omi, Midjourney, ChatGPT pour son e-com et moins besoin peut-être d'une... Tellement de barrières qui sont tombées. À nouveau, pour revenir à ce que je te disais, nous on dit les 3C, mais le contenu, la créativité, les coûts, tout ça, ça ne sont plus des barrières. Si aujourd'hui, les e-commerçants qui nous écoutent, il y en a qui considèrent que c'est encore des barrières, vous pouvez les lever ce soir, ces barrières-là. Et vous gagnez du temps pour d'autres tâches beaucoup plus importantes pour votre business. Pourquoi pas ce soir ? Pourquoi ce soir, pardon, dans 10 minutes quand cet épisode est fini. Début d'après. Cool, écoute, c'était passionnant. J'ai 2-3 questions pour ouvrir un peu la discussion. Une sur le métaverse et ensuite une plutôt sur ton développement, toi, business. Okay. Domi, ça peut intéresser certains de nos auditeurs qui ont des SaaS. On a parlé de 3D, c'était il y a 5 ans la mode des NFT, c'était il y a 2 ans la mode des métaverses. Je dis en l'air pour les dates, mais bon, on doit être dans ces eaux-là à peu près. Si t'étais sur les NFT il y a 5 ans, t'étais en avance. T'es bon. Les NFT, t'as raison, c'est vrai. Ouais, d'accord, bon, ok. Non, mais ça existe depuis raison, depuis 4-5 ans. Oui, non, mais c'est grand public depuis très obscur il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Ma question est le métaverse qui
je pense que c'est peut-être moins un effet de mode que d'autres technos qui sont arrivés ces 10 dernières années, mais qui n'a pas encore trouvé sa maturité. Il y a un gros lien, j'imagine, avec la 3D et les outils de génération d'objets en 3D. Et le e-com Complètement. qui va s'y faire. Ouais, complètement. Si tu fais une métaphore, la 3D est au métaverse que la pierre est à l'immobilier. C'est-à-dire que le métaverse est construit en 3D. Donc, tu as un lien hyper direct. Alors, la question, c'est où est le métaverse? C'est-à-dire qu'il a été annoncé en grande pompe. Facebook a juste mis 26 milliards sur le métaverse l'année dernière pour fermer tout, 6 mois après. Quand tu vois les premiers résultats, alors on a quand même quelques belles boîtes sur le sujet en France, mais les premiers résultats, bon, c'est assez décevant. Il n'y a pas d'audience, etc. Moi, ma conviction, c'est qu'on ne regarde pas au bon endroit. C'est-à-dire que le métaverse est déjà là. Juste pour qu'on ait une idée d'ordre de grandeur, mais alors moi qui joue et qui a un frère très gamer, Fortnite, que tout le monde connaît, qui est moins à la mode, mais Fortnite, c'est 290 millions de joueurs tous les mois. Je répète, 290 millions, donc 300 millions quasiment de joueurs tous les mois. C'est quasiment aussi gros que Snapchat, Fortnite. Et dedans, les joueurs, quand tu leur parles, je peux te parler de Fortnite, je peux te parler de Minecraft, je peux te parler de WoW pour les plus anciens. En fait, c'est des extensions d'identité, tes joueurs, tes avatars aujourd'hui. Donc moi, mon joueur dans Call of, c'est une extension de moi. C'est moi qui décide comment il s'habille, c'est moi qui décide quel motif je mets sur son arme, quel équipement je lui mets, etc. Et donc pour moi, le métaverse, on ne garde pas au bon endroit parce qu'on attend tous un monde dans lequel on aura des casques qui coûtent, ça dépend, $300 pour celui pour l'Oculus de Facebook et pour celui d'Apple qu'ils n'arrivent pas à produire d'ailleurs, $4000. Avant qu'on ait tout ça sur la tête, il y a effectivement, comme tu dis, un peu de temps qui va passer, quoi. Mais le gaming est déjà là. Et quand tu regardes par exemple les Sims 5 qui va sortir, alors qui est très en retard apparemment, mais qui va sortir en 2025-2024, il va y avoir du transactionnel dedans. Donc ils vont permettre de vendre des NFT dedans. Ils vont permettre de vendre des bouteilles Coca-Cola, brandées Coca-Cola. Ils vont permettre de vendre des fringues dedans. Uniqlo, je crois, va être en partenaire du lancement. Donc voilà, Metaverse pour moi, si on s'attend à un truc où on va être dans des mondes en VR avec des limites hardware, il faut investir je sais pas combien, se mettre un truc sur la tête, ça donne envie de vomir, on a tous mal au crâne à la fin, etc. Ça n'arrivera pas tout de suite parce que la tech juste n'est pas prête. En revanche, si on le voit à travers le gaming, c'est déjà là. À nouveau, 300 millions de joueurs quasiment sur Fortnite. C'est énorme. Ok, super réponse, ça me va. Et du coup, plein d'opportunités potentielles sur le e-com. Fortnite a des concerts, par exemple. Ouais. Tu vois, tu as des concerts virtuels. Donc, tu as Travis Scott qui est allé faire un concert virtuel. Alors, heureusement qu'il l'a fait virtuellement, parce que ça évite qu'il y ait des blessés, contrairement à quand il est fait dans la vraie vie. Mais tu as déjà des marques ou de l'événementiel qui s'en emparent. Pour l'instant, tu as des barrières, parce que c'est des tickets d'entrée importants, c'est que du sur-mesure, etc. Mais pour moi, il y a un monde où, en 2025, des marques peuvent accéder en self-service à de la distribution de leurs objets virtuels dans les Sims 5. Ça me semble pas du tout exotique. Ça me semble en tout cas 1000 fois moins exotique que d'attendre qu'on ait tous un casque de VR sur la tête pour être dans des métaverses, en plus avec de la 3D pas belle, tu vois. Hugo, merci infiniment pour tous tes conseils et cet échange qui était riche. Je me posais une question et on va terminer là-dessus, mais là c'est plus business et entrepreneuriat. Tu crées un SaaS qui permet aux entrepreneurs, commerçants ou autres d'ailleurs, de créer des outils à la volée, des assets à la volée en 3D. Tu le mets en self-service, je peux m'inscrire, je vous envoie mes produits, ensuite je me gère tout seul. Ouais. Comment est-ce que tu passes de 100 à 1000 marques et comment tu passes de 1000 à 100 000 demain? Écoute, franchement, le seul conseil qui vaut, c'est n'ayez aucune conviction. Dev. Ouais, mais Pardon. n'ayez aucune conviction sur rien. Acceptez de changer. Nous, on changeait à un moment à la journée. Maintenant, on se calme parce qu'on est 40, donc on ne peut plus changer avec autant de flexibilité qu'avant, mais changer en permanence. Considérez que ce qui marchait le lundi peut ne plus marcher le mardi. Ça va très, très, très vite. C'est vrai pour le business, c'est vrai pour le produit, c'est vrai pour la tech, c'est vrai pour absolument, absolument tout. N'ayez pas de conviction. Retournez votre veste jusqu'à ce qu'elle craque à 100% sur vos convictions. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que vous allez itérer, que vous allez finir par trouver votre marché. Nous, on l'a vraiment co-construit avec les utilisateurs dès le début. On a des utilisateurs qui sont là depuis 3 ans, qui n'ont jamais bougé, qui sont fans de la solution, fans hardcore de la solution, qui sont des gros sponsors, des ambassadeurs pour nous et avec qui on a co-développé toutes les fonctionnalités. Donc, mes 2 conseils, ce serait accepter de changer en permanence, vraiment en permanence, quasiment à la journée. Au début, il faut vraiment itérer très 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 vite. Et n'ayez pas de religion sur le son utilisateur. C'est-à-dire ce qu'ils vont vous dire, ils ont raison. Et n'ayez pas de convictions absurdes qui ne sont pas itérées, qui ne sont pas fondées dans la data. La data, au début quali que vous allez avoir en échange avec un utilisateur, c'est comme ça que vous allez prendre des coups d'accélération.
Donc pas de conviction et écoutez votre utilisateur. Dans les 12-18 premiers mois, c'est absolument clé. Utilisateur ou client, hein, tu parlais de la partie business. Mais Et donc, rien n'est à tabou. Rien n'est à tabou. Donc, le pricing, on dit souvent, il ne faut pas trop changer le pricing. Une fois qu'on l'a, une fois que ça marche, ça commence à vendre, il faut construire une traction, etc. C'est pas vrai. Nous, on a débranché notre pricing l'année dernière. On faisait, je ne sais plus, 50 ou 60 000 par mois. On est reparti en arrière. 4x. Bon, après, on a vraiment tout explosé parce qu'il y avait des barrières à l'usage qui étaient dans notre pricing qu'il fallait lever. Donc, on a accepté de perdre beaucoup d'argent dans le court terme pour trouver le bon pricing à la fin. d'un point de vue opérationnel, tu gères des grandfather plans, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a un terme, mais tu as un plan aujourd'hui, mais ton plan qui a évolué tous les trimestres, admettons, depuis 3 ans, tu as des gens qui ont... Il y a combien de plans live qui existent que tu gères encore, même s'ils sont plus disponibles à l'achat de demain tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que tu peux pas forcer les gens à changer de Non. plan. Non, mais nous, les plans, ils ont toujours été dans l'intérêt de l'utilisateur. C'est-à-dire libérer l'usage, rendre l'offre plus simple. Donc, Donc à chaque on n'a fois qu'il y a une jamais eu de nouveauté, problème. tu avais intérêt à passer à la Les nouvelle. clients ont toujours eu une incentive, une intérêt Ok. à passer sur le plan. On a 2 plans actuellement qui existent. Le premier, c'est les clients qui sont engagés annuellement des anciens plans, mais qui passent à la fin sur les nouveaux. Et après, il y a les nouveaux tarifs, les derniers tarifs. Et soyez transparents. C'est-à-dire, surtout, expliquez, faites de la pédagogie, pourquoi vous avez changé. Prenez toujours le temps d'une explication, surtout avec votre base historique qui vous a fait confiance au début et qui est votre socle. Qui ne restera pas forcément votre persona et votre utilisateur principal jusqu'à la fin, mais qui est quand même votre socle, qui sont ceux qui ont porté la boîte, le produit au palier auquel il est maintenant, et qui vous permettront d'avoir une assise pour passer le palier suivant. Chérir, bichonner, adorer Ouais. ces 10, 100, 1000 premiers utilisateurs. Tout à fait, absolument. Et comme tu disais, juste pour conclure sur ça, quand vous faites des gros changements, pensez à l'intérêt de vos utilisateurs avant l'intérêt de la boîte. C'est-à-dire, l'intérêt du produit et l'intérêt de l'utilisateur, ça doit être les mêmes. Ils doivent être alignés à 100%. Il ne doit pas y avoir de disparité entre les deux. L'intérêt du business, il vient après. Il doit suivre, c'est la conséquence de ça. Mais pensez utilisateur, ça drivera le produit, ça amènera le business. C'est dans ce temps-là qu'il faut le faire. Vous êtes 40? Ouais, 40. Combien de C'est sales et qu'est-ce que vous faites pour vendre? 40. Alors, on a... Je veux t'emmener sur le sujet des salons. Ah, on va aller sur les salons. Cool. Sujet passionnant. On a 30% c'est 3D, 30% c'est tech, et puis après, le reste, ça va être sales, support, ops, marketing, etc. On a 5 commerces aussi, je dis pas de bêtises. Et ils C'est font comme ça. du... Pardon, le terme m'échappe. Non, on fait que à l'inbound, nous. Donc, on va pas Que appeler à les gens. l'inbound. Ouais, on fait que l'inbound. Ok. On a vraiment que de flux entrants. Et tes 5, ils sont aussi en charge de la satisfaction mince, c'est quoi Non. le terme comment il s'appelle Care. ce poste? Ouais. Customer Care, on a une équipe expérience, nous on Ok. appelle ça expérience, qui est vraiment dédiée, qui s'occupe à la formation, au suivi des clients. Donc les 5 transforment l'inbound. Ouais, ils transforment l'inbound en client, qui après vit sa vie dans l'expérience chez nous. Ok. Et vous allez aussi à des salons, je crois. Alors on commence, ouais. On commence. Là, on sera présent à One to One Biarritz. Donc si vous voulez passer nous voir. On sera aussi à Monaco. On est au tout début de notre histoire en événementiel parce que notre canal d'acquisition principal, historique, ça a été la publicité sur Meta. D'ailleurs, pour les fondeurs de ça, c'est assez contre-intuitif parce qu'on ne se dit pas que Meta, ça fonctionne pour le B2B. Mais en fait, les utilisateurs B2B, ils sont sur Insta, ils sont sur Meta toute la journée. Donc c'est là que tu les trouves. Il faut être bien accompagné. Moi, c'est mon métier, donc je connais bien le sujet. Mais c'était 100% ça. Et là, on diversifie. Donc on essaye effectivement. Les salons, ça marche pour nous vraiment très bien. Formidable. Hugo, merci infiniment. Paul, bravo à vous deux du coup et à tous vos collaborateurs pour cette belle aventure. Merci, C'était incroyablement riche. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous avez des questions complémentaires pour Hugo, déjà allez sur omi.so pour voir la démo. Et vous retrouverez Hugo et son frère sur LinkedIn si vous avez des questions. Bornstein, BORENSZTEIN. Pardon. Bien joué. Hugo, merci. À bientôt. Salut.